Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition, un homme incendie son domicile avec femme et enfants à l'intérieur. Le mis en cause aurait été poussé par le comportement déshonorant de son épouse et sa progéniture. Brûlés vifs, les victimes sont sous soins intensifs dans un hôpital de la ville de Mbouda. Scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire, l'Union africaine et la CEDEAO donnent mention acceptable à l'organisation de l'élection en dépit des irrégularités mineures ayant entaché le vote de samedi dernier. Mesdames, Messieurs, c'est l'essentiel de l'information. Le journal, c'est tout de suite. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs et merci de nous recevoir chez vous. C'est une scène ou une histoire inimaginable qui vient de se produire à Bouda, dans le département des Bamboutos. Un chef de famille met du feu ou brûle vif son épouse et ses 4 enfants. Selon des indiscrétions du coin, ce dernier était devenu la risée de sa femme et sa progéniture. Le mis en cause, qui a échappé au lynchage des populations, est gardé à la brigade territoriale de la ville de Mbouda. D'autres précisions dans ce reportage de Raphaël Tieko, Gladys Sidi. Après de multiples menaces, le sieur Foté Kounepo Ferdinand est passé de la parole à l'acte en mettant le feu au domicile familial, avec à l'intérieur sa femme et leurs enfants. Dans la maison, meubles, ustensiles de cuisine, livres et cahiers, vêtements, tout a presque brûlé. Les faits se sont déroulés au lieu dit Texaco, dans la ville de Bouda, dans le département des Bamboutos, région de l'Ouest Cameroun. La femme, brûlée au 2e degré, qui a réussi à sortir de justesse de la maison avec ses enfants, relate les faits. Il a réussi à rentrer moi du marché. Comme mon mari, il a l'habitude de boire. C'est un bon soulard, comme il peut dire, parce que sur chaque jour du marché, il saoule. Il rentre, il commence à parler, personne ne lui peut pas répondre. Parce qu'il connaît comment lui-même, quand tu réponds, c'est là où il s'aggrave. On est resté maintenant à la maison. L'enfant veut faire frire le maïs. Le popcorn qu'il a payé, il dit que demain il va partir à l'époque avec le popcorn. L'enfant est entré pour faire le popcorn. Son père est venu là-bas. Le machette qu'il a pris pour couper le bois, il a dit que c'est son machette, que l'enfant donne la machette. L'enfant lui a remis la machette. Dès que l'enfant a donné, il est parti maintenant chercher un gros bois pour cogner sur l'enfant. Ce sont les voisins maintenant qui sont sortis pour défendre l'enfant. On a pris voilà, le gros bois là. Il a maintenant décidé, il a dit qu'il va brûler la maison. Nous on pensait que c'était les blagues. Comme mon garçon était dedans, et mes 2 garçons étaient dedans et j'étais assis dehors avec le bébé. J'ai seulement compris comme le feu. Donc je ne connais même pas comment le feu ça a commencé. J'ai seulement compris comment quelque chose a fait pouf. Ça m'a attrapé dehors et brûlé mes mèches comme ça là, ma face. Parmi les 6 enfants que compte le couple, 4 ont été brûlés dans cet incendie criminel déclenché par leur géniteur. Il a l'habitude, quand il soulève, nous dérange comme ça là. Mais cette fois-ci, il a dit qu'il va nous brûler. Mais il ne pouvait même pas croire. Il dit vrai, je comprends seulement le feu, nous on va sur les enfants, les petits-enfants. Le docteur Basson, chirurgien à l'hôpital à l'UTM de Bouda, qui a reçu les blessés, après diagnostic, indique que leur pronostic vital n'est pas engagé. Cependant, l'un d'entre eux présente des complications et pourrait être évacué à l'hôpital régional de Bafoussam. On a reçu au total 5 brûlés. Donc parmi les 5 brûlés, il y a un enfant de 17 ans qui a un pronostic un peu réservé. Donc les 4 autres ont un pronostic favorable. Il y a juste un enfant qui a une petite préoccupation, mais dans le cas extrême, on va le référer à l'hôpital régional de Bafoussam. L'homme, gardé à la brigade terre de Mbouda, reconnaît les faits et pour justifier son acte, il accuse sa femme et ses enfants de lui manquer de respect au quotidien. C'est la raison pour laquelle, dit-il, il a décidé de se débarrasser d'eux en mettant le feu à la maison.
La petite Précieuse, en larmes, fait partie des 2 enfants du couple à avoir échappé de justesse à cet incendie. Sa sœur aînée, rescapée elle aussi, a tout de même trouvé le courage pour se rendre à l'école après l'acte posé par leur père. Restons dans la région de l'Ouest, mais cette fois dans la ville de Chang, où 2 corps ont été découverts au quartier Syncope. Les victimes, âgées respectivement de 4 et 19 ans, seraient décédées après avoir consommé un repas. Le récit des faits avec Leclerc Saken. C'est une tragédie que vient d'essuyer cette famille des déplacés de la crise anglophone. Les tristes événements se déroulent entre la nuit du dimanche et ce lundi matin au quartier Syncope dans la ville de Chang. D'après le récit de la sœur aînée des descentes, ils se sont séparés hier soir après avoir cuisiné du riz qu'elle a emporté sa part pour consommer chez elle. Tôt ce matin, elle revient pour amener la Benjamin à l'école. Elle frappe à la porte et c'est l'un des rescapés qui lui ouvre. Elle est surprise de trouver la grande Adjan, Virginie 19 ans et la petite Aounja, Myriam 4 ans, allongée. Elle tente en vain de les réveiller. Peine perdue, elles ne sont plus de ce monde. Le grand frère raconte. Ce sont mes sœurs. Elles sont parties d'alors pour fréquenter ici à Chang. Comme il n'y a pas l'école là-bas, ils étaient dans une chambre avec leur grande sœur. Comme l'espace était étroit, on a loué celle-ci où les 3 ont aménagé que samedi. Donc c'était leur 2e nuit. Dimanche soir, elles ont préparé du riz, mangé. La plus petite a décidé de dormir avec les 3 autres. Et comme vous voyez, ce matin, on l'a retrouvée avec sa sœur morte. Les 2 survivants sont internés dans une formation hospitalière de la place. Les corps ont été remis à la famille. Pour le moment, rien ne filtre sur les causes réelles de ce drame. S'agit-il d'une intoxication alimentaire alors que 6 personnes ont consommé le même repas ou bien d'une asphyxie due au four à charbon retrouvé dans la chambre? Ces réponses viendront sans doute des enquêtes ouvertes. Des personnes interpellées dans le cadre de l'enquête sur l'explosion d'un engin au quartier Nsam, c'est à Yaoundé. L'incident survenu dans un débit de boisson a fait plusieurs blessés. Il faut le rappeler, c'est la 4e explosion dans la capitale politique en l'espace de 4 mois. D'autres précisions dans ce reportage de Joël Essengue à Ixiril. À proximité de la chefferie traditionnelle de 3e degré de Bobogo à Yaoundé, le snack bar secteur A porte encore les stigmates de l'explosion survenue la veille. Hier soir, ce qui s'est passé, c'était vers les environs de 19h, 19h-20h. J'étais assis là où vous tenez là. J'étais en train de causer avec des amis quand une bombe a déclenché en face là-bas. Et moi, quand ça a pris, la fumée est sortie, le plafond a sauté, tout le monde prenait fuite. Je ne savais pas exactement ce qui se passe, mais le bruit était phénoménal. Alors comme ça, alors que je monte là, on commence aussi à regarder. On dit, qu'est-ce qui se passe? Non, oh la bombe, oh, les gens bavardés. Sur la nature de l'engin ayant explosé, un autre témoin qui préfère parler à visage couvert évoque, sur la base des déclarations des forces de l'ordre, la thèse d'une bombe artisanale. Les forces de l'ordre ont dit que c'est une bombe artisanale et qui sont venus inspecter les lieux directement. Le secteur A est rapidement évacué et un cordon de sécurité installé. Des téméraires ayant voulu braver ce périmètre de sécurité ont été interpellés par les forces de l'ordre. Bon, la police a interpellé deux messieurs qui ont eu à traverser après l'accident, puisque selon ce que moi j'ai vu. Après l'accident, il y a 2 messieurs qui ont forcé le barrage qu'ils ont eu à mettre pour traverser. C'est là que la police les a interpellés. S'il est clair que l'explosion a fait des blessés, il est en revanche difficile de parler de mort. Je me suis arrêté là devant la porte. J'ai vu l'ambulance partir avec certaines personnes. Je n'ai pas cherché à savoir s'ils sont morts ou bien s'ils sont en vie. Après Mélène, Damas et Mokolo, l'explosion de Bobogo est la 4e du genre en l'espace de 4 mois à Yaoundé. Tous les habitants de Yaoundé, nous on se sent déjà en insécurité, hein, parce qu'en réalité on ne sait pas qui est qui ou bien qu'est-ce qui se passe pour créer une pareille psychose aux habitants de Yaoundé. Bon.
Tragédie de Kumba, le ministre de l'administration territoriale de nouveau dans la ville, Paul Atangandi, s'est rendu ce lundi sur le lieu du drame pour un hommage appuyé aux victimes. Le ministre de l'administration territoriale a allumé 7 bougies à la mémoire des 7 disparus. Il a demandé aux populations d'observer une neuvaine de prière pour le repos éternel de ces écoliers froidement assassinés le 24 octobre dernier à la Moda Francesca School à Kumba, dans la région du Sud-Ouest. Et une semaine après cette tragédie de Kumba, le chef supérieur Bamendiou s'indigne du mutisme du chef de l'État Paul Biya. Pour Sa Majesté Sékou Jean Rameau, le président de la République doit s'exprimer de vive voix sur le sujet ou au besoin se rendre à Kumba pour consoler ses familles éplorées. Le compte-rendu ou l'économie de sa sortie, c'est avec Jean Pochuniat. Il faudrait qu'on verse quelle quantité de sang dans ce pays pour qu'enfin ceux qui nous gouvernent comprennent qu'on s'est trompé de chemin. Cette déclaration du chef des Bamendiou fait le tour des réseaux sociaux et la une des médias. Dans son indignation, une semaine après la fusillade des élèves à la Moda Francisca College de Kumba, Sa Majesté Sékou Jean Rameau se dit dépassé par l'attitude du gouvernement camerounais à persister dans sa solution militaire pour espérer mettre fin à la crise sociopolitique qui secoue les 2 régions anglophones du Sud-Ouest et du Nord-Ouest depuis 4 ans. Dans cette tribune, parue le dimanche 1er novembre 2020, le doyen des chefs traditionnels de l'Ouest s'étonne surtout du silence du chef de l'État Paul Biya, qui ne s'est pas exprimé de vive voix sur l'assassinat des élèves de Kumba et le feu des Bamendiou de lâcher. Les enfants innocents tombent comme ça jusqu'à le chef en temps même pour reprendre ses propres propos. D'où sa préoccupation de savoir ce qu'il faut pour qu'enfin Paul Biya, le président de la République, parle aux Camerounais et descende en personne, consoler et réconforter les populations anglophones en détresse. La plus grosse curiosité, nous le roi des Bamendiou, c'est de toujours voir les ministres de Paul Biya parler à sa place, en toutes circonstances, heureuses ou malheureuses. Condamnant avec la dernière énergie le drame de Kumba, le roi Sékou déplore l'humanisme qui a quitté ces jeunes Camerounais, ayant ôté avec aisance la vie à des innocents qui ne demandaient qu'à aller à l'école. Ces enfants ne doivent pas mourir pour rien. Leur sang versé doit servir de fumier pour un retour à la paix et une réconciliation entre les enfants de ce pays. Une occasion pour les Camerounais de se parler, se pardonner, au-delà de leur appartenance politique, pour l'intérêt d'un Cameroun meilleur, à léguer aux générations futures. Conclut en filigrane Sa Majesté Sékou Jean Rameau, toujours constant et égal à lui-même dans ses sorties et prises de parole publiques. Il n'avait pas encore pris la parole depuis le massacre des élèves à Kumba. Il s'agit bel et bien des syndicats d'enseignants du Cameroun. Ces derniers entament dès ce jour une semaine en noir pour marquer leur indignation face à cette barbarie perpétrée sur des hommes innocents qui ne demandaient qu'à s'instruire. Nos reporters Georges Mitterrandam, Isabelle Carole-Zoupette sont allés à leur rencontre. Des enseignants en noir, ce 2 novembre 2020. Ils répondent ainsi aux mots d'ordre lancés par des syndicats d'enseignants pour marquer leur indignation suite au massacre de Kumba le 24 octobre dernier. Pour les enseignants rencontrés au lycée de Nilon-Brazzaville dans le 3e arrondissement de Douala, ce noir est une interpellation aux autorités compétentes à ouvrir un dialogue inclusif en vue de mettre un terme à 4 années de guerre dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ce noir symbolise le deuil et la tristesse, mais ce noir aussi symbolise l'espoir. L'espoir qu'on doit mettre un terme, n'est-ce pas, à cette guerre qui a endeuillé autant de Camerounais, qui rend difficile, n'est-ce pas, le droit à l'éducation et qui rend problématique l'avenir de notre jeunesse. Parce que vous savez très bien que lorsque l'école est attaquée, ce sont les fondements de la République qui sont en danger. La communauté éducative camerounaise regrette l'escalade de violence dans ces régions en crise, mais surtout le fait qu'élèves et enseignants soient désormais les cibles privilégiées des assaillants. Nous sommes indignés avec ces actes qui se sont passés à Kumba parce que nous sommes là pour transmettre les connaissances aux enfants et les enfants ne peuvent pas rester sans toutefois acquérir ces connaissances-là. Donc quand ils viennent à l'école pour apprendre, il faut au moins qu'on ne leur retire pas le droit
d'accéder à ce savoir-là. Nous devons continuer à travailler. Et maintenant, il faut tenir compte des risques que ces gens prennent. Donc, il faut assurer au moins leur sécurité pour que quand ils sortent chez eux, qu'ils soient sûrs qu'ils rentreront comme ils sont sortis. L'action est menée par 18 syndicats à travers le Cameroun qui menacent d'entrer en grève dans les prochains jours si les conditions de sécurité ne sont pas renforcées dans cette partie du pays. Parce que c'est eux les responsables. Ils ne sont pas coupables, mais ils sont responsables de la situation, de l'insécurité qui règne. Parce que c'est eux qui ont mandat de protéger, qu'ils descendent leur ciel pour s'approcher de ceux qui estiment que ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que nous vivons qui doit continuer. Et que le dialogue soit ouvert pour tous. Ce que nous disons, c'est déjà la mise en garde. C'est déjà pour leur dire, attention, peut-être que ce n'est que l'avant-fin de l'irréparable. Parce que s'il faut faire mourir, tuer un enfant. La vague d'indignation se poursuit depuis le massacre de Kumba et les enseignants entendent arborer le noir jusqu'au 6 novembre prochain. En politique, le chairman de retour au pays après avoir passé 10 mois à l'étranger pour des raisons de santé, Nidjon Frondi est arrivé sur ses 2 pieds à l'aéroport international de Simalène. Première ambiance d'un retour au pays natal, c'est avec nos reporters Sédik Chouna et Eric Fopossi. Cameroun, après 10 mois environ de séjour médical aux États-Unis, c'est un Nidjon Frondi qui n'a rien perdu de ses talents d'orateur que l'on retrouve à sa résidence de Yaoundé. I've come back. Is this the true face of Frondi? All right, we'll talk. Go to the Lord in prayers. Go to the Lord in prayers. Un culte écuménique a lieu pour rendre hommage aux personnes tuées du fait de la crise anglophone. Le chairman du SDF arrive dans un contexte difficile, marqué par le massacre de Kumba. Tout le peuple a beaucoup pleuré, chacun a marqué son indignation et son chagrin, mais tant qu'on n'est pas honnête pour se dire la vérité, on ne sortira pas de cette crise. Nidjon Frondi dénonce alors la multiplication des factions rivales chez les sécessionnistes et une appétence sauvage pour l'argent qui rendent difficile le dialogue. Ces gens ne s'intéressent qu'à l'argent, vous la jeune génération, je vous blâme. Vous voulez tout avoir tout de suite, construisons d'abord notre pays et l'argent viendra ensuite. Le chairman doit également faire face aux 1000 tourments de son parti. Cette année, le SDF a perdu plusieurs hauts dirigeants, dont l'ancien bâtonnier Francis Sama ou l'honorable Joseph Badam. Vous savez que 2020 a été difficile pour le SDF. Plusieurs hauts cadres du parti sont décédés. On ne pouvait relancer nos activités sans laisser passer au moins un an. Malmené dans les urnes lors des récentes consultations électorales, le SDF espère resserrer les liens avec ses militants déçus grâce au retour de son leader. Mon vœu est qu'avec son retour, l'on se mette autour d'une table pour réformer le SDF. Parce que le SDF d'aujourd'hui n'est pas le SDF d'hier. Les populations ne comprennent plus le positionnement du parti. La rédemption du parti ne saurait se faire sans un exercice de confession des péchés. Pour moi, ça a été une mauvaise décision de participer aux dernières élections municipales et législatives. Qu'en est-il alors du cas de l'honorable Jean-Michel Nithieu, présenté comme porteur d'une ligne politique dissidente? Il n'y a pas de conflit entre l'honorable Nithieu et moi, encore moins entre le comité exécutif du littoral et le parti. Le SDF est un parti organisé. Preuve d'une grande capacité d'organisation, le culte écuménique au domicile de Nidjon Frondi connaît la présence de plusieurs personnalités, parmi lesquelles Grégoire Oona, Issa Chiroma Bakari, Akeremuna ou encore l'ancien bâtonnier, Maître Charles Chungang. Go to the Lord in prayers. Go to the Lord in prayers.
Toujours en politique, les multiples crises qui secouent le Cameroun et d'autres pays africains tirent leur origine de la longévité de certains chefs d'État au pouvoir. C'est du moins l'avis de certains militants des partis politiques de l'opposition. Cependant, au sein du pouvoir, l'on estime qu'il s'agit d'une stratégie visant à mettre en œuvre et à stabiliser les politiques de développement. Regard croisé de ces hommes politiques au cours de l'émission Droit de réponse, c'est avec Dallas Tianar, Flavien Valondongo. Plusieurs pays d'Afrique francophone, secoués par des crises politiques, payent, selon des observateurs, le prix de la longévité de certains chefs d'État au pouvoir. On a des dirigeants qui ont décidé de plonger l'Afrique du mauvais côté de l'histoire. Ils sont la honte de l'Afrique. Monsieur Zan, vous attendez peut-être que je cite le président. En suivant l'orientation donnée par le militant du MRC et allié, l'on se souvient que l'Afrique francophone, qui est ciblée ici, avait fait l'objet d'un constat relevé par Jacques Chirac, ancien président français, en séjour en Côte d'Ivoire. Cette malédiction, Jacques Chirac l'a si bien exprimée à Abidjan, parlant des Africains francophones, les anciennes colonies françaises ne sont pas mûres pour là. Il a bien dit vraiment, regardez l'Afrique centrale. Quel président a fait moins de 30 ans au pouvoir en Afrique centrale? Pour ces acteurs politiques, l'immaturité démocratique qui hante certains dirigeants s'ébranle dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, tel un virus dans un organisme vulnérable. Imaginez qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire soit pratiquement en sang parce qu'on doit digérer un troisième mandat de M. Ouattara. C'est inacceptable. Ils sont en train de copier exactement ce que Paul Biya est en train de leur enseigner. C'est-à-dire que le virus de la présidence à vie est en train d'envahir l'Afrique de l'Ouest. À côté de ces dénonciations qui décrivent des réalités de l'Afrique, le militant du parti au pouvoir, visiblement peu convaincant, joue la victime, espérant dédouaner son champion de ces réalités. Vous voulez se dire que d'après votre développement, à vous deux mettre dans la valise et tout, et vous, Paul Biya est très fort finalement. Paul Biya est très fort. Le constat est clair. Des pays africains, dans leur immense majorité, vivent des crises nées pour la plupart de la longévité de certains chefs d'État au pouvoir. Le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Guédibril, convoque une session ordinaire. D'après un arrêté de l'Auguste Chambre signé ce jour, cette session se tiendra le 12 novembre 2020 dès 11h. Et ce lundi 2 novembre marque la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes. Occasion pour la rédaction centrale d'Equinox Télévision de se pencher sur les violences subies par des hommes de médias camerounais avec les cas les plus récents, Rodrigue Ngassi et Samuel Ouazizi. On voit tout cela dans ce reportage de Dani Warenze de Kedjara. Alors qu'on commémore ce 2 novembre, la journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes, le Cameroun se retrouve encore dans la rangée des pays au sein desquels les journalistes sont violentés, interpellés et même quelquefois incarcérés en plein exercice de leurs fonctions. Des crimes qui la plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps, restent impunis. Les cas les plus récents ont été observés le 22 septembre dernier lors des marches blanches du mouvement pour la renaissance du Cameroun. De nombreux journalistes vont se faire interpeller alors qu'ils couvrent simplement ces marches. Parmi eux, Rodrigue Ngassi, un reporter d'Equinox Télévision qui va être victime d'actes de violence. Sa caméra, cassée par des hommes en tenue un peu trop zélés, va heureusement continuer de tourner. Lève-toi. T'es caméraman avec toi. T'es caméraman avec TV. Tu m'assois ici. Pourquoi? Couche-toi même. Couche-toi. Couche-toi. Ah non, fais-moi m'asseoir. Assois-toi là. Prenons à présent les informations au-delà de nos frontières. Ambiance post-scrutin à Abidjan. La ville a repris son cours normal après le ralentissement observé le jour du vote. Abidjan, comme il va, malgré des messages qui font planer des risques de violence, c'est avec nos envoyés spéciaux Emmanuel Diop et Guizogo.
2 jours après la tenue de l'élection présidentielle ici en Côte d'Ivoire, les rues de la capitale économique Abidjan, qui avaient été désertées par les populations devant la pression relative à cette élection présidentielle, ont recommencé à retrouver des couleurs. C'est le cas à la bien nommée rue de la Vie, au quartier Cocody, qui n'a jamais aussi bien porté son nom, comme on a pu le constater avec cette activité des Abidjanais. Ici, nous nous trouvons aux 2 plateaux où l'on remarque également une circulation très fluide avec de nombreux véhicules qui ont retrouvé les rues d'Abidjan et les populations également qui sont de sortie pour s'adonner à leurs activités. Pour autant, sur le plan politique, la pression reste démise. Par 2 fois, la plateforme de l'opposition a fait des sorties, d'abord pour relever que l'élection présidentielle aura été une mascarade et ensuite pour appeler au début d'une transition civile. Naturellement, le camp d'Alassane Ouattara a réagi énergiquement par la voix d'Adama Bictogo en rappelant que le pouvoir va sévir si l'opposition continue ainsi à mettre de l'huile sur le feu. Entre les deux, les Abidjanais ainsi que tous les Ivoiriens attendent la proclamation des résultats provisoires par la commission électorale indépendante avant que le Conseil constitutionnel ne vienne entériner le nom du vainqueur de cette élection présidentielle où, il faut déjà le signaler, les premiers résultats annoncés par la commission électorale donnent en tête le président sortant, Alassane Dramane Ouattara. À Abidjan, pour Equinox Télévision, Emmanuel Diop, Gizogo. L'Union africaine et la CEDEAO se disent satisfaits du déroulement de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire en dépit des irrégularités ayant entaché le vote de samedi dernier. D'autres précisions dans ce reportage de nos envoyés spéciaux Carlos Minoué, Cédric Anoufélé. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire s'est tenue dans un contexte marqué par la rupture du dialogue et de profondes divergences entre le pouvoir et l'opposition. C'est du moins le constat que fait la mission d'observation électorale de la CEDEAO. Ce climat tendu s'est illustré à travers des actes de défiance durant la campagne électorale. Ensuite, une montée de l'insécurité doublée d'une psychose au sein de la population. Ces différents facteurs ont lourdement impacté sur le scrutin présidentiel le 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Plusieurs incidents, il faut le dire, ont émaillé le scrutin, tels que les barrages pour empêcher la circulation et la tenue du vote, des destructions et incendies de matériel électoral, des manifestations violentes ayant fait des victimes et des absences ou interruptions du vote à certains endroits. La mission a noté que les actes de violence observés pendant le processus électoral constituent une entrave à l'expression effective de la démocratie. La mission a également noté que le processus électoral, en l'absence de dialogue, pourrait affecter la cohésion sociale dont le peuple ivoirien a besoin pour faire face aux défis sanitaires et de développement du pays. L'Union africaine, quant à elle, reconnaît que l'annonce de la candidature d'Alassane Dramane Ouattara a exacerbé les tensions politiques à travers le pays. Sa mission d'observation électorale souligne dans sa déclaration préliminaire les points d'ombre décriés durant l'organisation de cette élection présidentielle. L'annonce de sa candidature à l'élection du 31 octobre 2020 a exercé l'attention au sein de la classe politique de l'opposition qui l'estime non conforme à l'article 55 de la Constitution révisée en 2016. Les autres points de crispation entre acteurs politiques ont concerné, entre autres, la composition de la commission électorale indépendante, le fichier électoral ou encore le système de parrainage. Les observations de la mission d'observation de l'Union africaine ont en revanche relevé que 57% des bureaux de vote observés ont ouvert à l'heure réglementaire, c'est-à-dire à 8 heures. Le retard
accusés par certains bureaux s'expliquent dans 60% des cas par l'aménagement tardif des bureaux et le déploiement tardif des matériels électoraux dans 20% des cas. La mission déplore cependant les intimidations dont fait l'objet son équipe d'observation déployée à Yamoussoukro et qui l'ont contraint à retourner précisément à Abidjan. Au regard des critiques virulentes de l'opposition appelant à une transition politique en Côte d'Ivoire et la levée de boucliers des tenants du pouvoir contre les actes de contestation de ce scrutin présidentiel, l'Union africaine plaide pour une réconciliation nationale et une véritable cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Mettre en place un cadre de concertation entre les acteurs politiques et autres parties prenantes afin de créer et d'affermir un climat de confiance à même de garantir la paix et la stabilité en République de Côte d'Ivoire, y compris par la réactivation des mécanismes de réconciliation nationale. Articuler et harmoniser des cadres législatifs portant sur les élections. Renforcer l'indépendance des organes de gestion des élections conformément à la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Alors que les missions d'observation électorale de la CEDEAO et l'Union africaine scrutent la météo politique et jouent leur partition diplomatique pour faire baisser les tensions en Côte d'Ivoire, des incidents continuent d'être enregistrés en région. Par exemple, à Thiébissou, des affrontements entre partisans du pouvoir et opposants ont fait au moins un mort et de nombreux blessés graves, selon la presse locale. Des résidences des leaders politiques proches de l'opposition ont même été incendiées par des individus non identifiés, des informations qui n'ont pas été confirmées officiellement, mais des barricades et des barrages sont observés dans plusieurs autres localités 2 jours après le scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire. Ici à Abidjan, Cédric Noufélé et Carlos Minoué, envoyés spéciaux Equinox Télévision. Restons dans le cadre des élections, mais cette fois aux États-Unis. À 24 heures du scrutin, les 2 candidats, Joe Biden et Donald Trump, ont amorcé le dernier virage de leur campagne auprès des électeurs afin de conquérir leur suffrage dès ce 3 novembre 2020. Xavier Foka. Affaibli par sa gestion de la pandémie du coronavirus, Donald Trump, 74 ans, espère faire mentir les sondages qui placent Joe Biden, 77 ans, en position de favori et entretient également le flou sur sa position en cas de défaite. Signe de la tension qui règne à l'issue d'une campagne empreinte d'agressivité, des commerces se fermaient dans plusieurs villes par crainte de manifestations violentes, notamment à New York et Washington. À ces crispations s'ajoute l'anxiété liée à une pandémie de coronavirus en pleine recrudescence, enjeu central de cette campagne. Malgré ces éléments qui militent en sa défaveur, Donald Trump continue à prédire une vague républicaine. Au programme de son dernier jour de campagne, 5 rassemblements dans 4 États, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin, avec le dernier acte à Grand Rapids dans le Michigan, comme en 2016, où il avait dans la dernière ligne droite créé la surprise qui avait sidéré le monde. Son rival, le démocrate Joe Biden, se concentre essentiellement sur la Pennsylvanie, qu'il espère faire basculer pour enfin s'ouvrir les portes de la Maison-Blanche. En 2016, Donald Trump avait gagné dans cet État avec une avance de seulement 44 000 voix sur un total de plus de 6 millions de voix, a rappelé Joe Biden qui martèle que chaque vote compte. Interrogé sur les spéculations dans les médias concernant la possibilité qu'il se déclare vainqueur mardi soir si les résultats sont indécis, Donald Trump a démenti, en précisant tout de même que ses avocats seront prêts une fois l'élection terminée, ce qui présage la possibilité d'une longue bataille judiciaire. Sur cette même question, Joe Biden a simplement laissé entendre que le président ne va pas voler cette élection. Selon le New York Times, Donald Trump a l'intention d'organiser une soirée élection dans les salons de la Maison-Blanche et envisagerait accueillir jusqu'à 400 invités. Joe Biden, quant à lui, s'adressera à la nation depuis son fief de Wilmington, dans le Delaware. Les derniers sondages placent le démocrate confortablement en tête dans plusieurs États décisifs remportés en 2016 par le républicain, comme le Wisconsin et le Michigan, mais sa marche est un peu plus étroite en Pennsylvanie et les 2 candidats sont au coude à coude en Floride.
Les observateurs répètent leurs appels à la prudence, pointant le scrutin de 2016 où Donald Trump avait créé l'une des plus grandes surprises de l'histoire politique américaine en battant Hillary Clinton. Singularité du système américain, ce sont les grands électeurs et non le vote populaire qui font l'élection. En 2016 par exemple, Donald Trump avait recueilli près de 3 millions de voix de moins qu'Hillary Clinton, mais avait remporté la majorité des 538 grands électeurs. Plus de 93 millions d'Américains ont déjà voté à la présidentielle, laissant présager une participation record. L'ancien président Barack Obama, très présent dans ces dernières lignes droites, se rendra à Atlanta, en Géorgie et à Miami en Floride pour soutenir la candidature de celui qui fut son vice-président pendant 8 ans. Depuis 2 semaines, il appelle à ne pas répéter les erreurs de 2016. Et c'est avec ce reportage sur la veillée électorale aux États-Unis que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques secondes Serge Alontou et ses invités pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Serge Alontou. Tragédie de combat, le ministre de l'administration territoriale pour une deuxième fois à combat. Après avoir dirigé la semaine dernière une mission interministérielle à Kumba dans le sud-ouest, le ministre de l'administration territoriale était ce lundi dans la ville. Paula Tangandi est allé sur le lieu du drame pour rendre un vibrant hommage à ses victimes froidement assassinées le 24 octobre dernier. Le ministre de l'administration territoriale, vous l'avez vu sur les images, a allumé 7 bougies à la mémoire des 7 écoliers tués. Paula Tangandi a également profité de l'occasion pour demander aux populations d'observer une neuvaine à la mémoire ou pour le repos éternel de ces âmes innocentes tuées. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel d'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julienne Berthe-Bissaï. Très bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite. Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir. Deuxième partie, c'est la partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie du docteur Roger Etoin, Didier Yimkwa, Honoré César Ngomon et Cheikh Ali Assad. Cheikh Ali Assad, je commence par vous, le ministre de l'administration territoriale qui allume 7 bougies pour les 7 de combat. Votre commentaire? Il était temps qu'il le fasse, vu qu'il fait partie de ceux qui ont allumé la guerre dans le Nozo. Ceux qui ont poussé nos compatriotes là-bas à verser dans le radicalisme. Au début, on avait une crise qu'on pouvait résoudre en s'asseyant comme des adultes autour d'une table et à discuter d'homme à homme. Ils ont passé le temps à traiter ces gens de chiens, des terroristes et ainsi de suite, à radicaliser tout le monde. Tout comme notre compatriote le lui a rappelé dernièrement. J'espère que cette bougie, en allumant cette bougie, qu'il était sincère. Et que cette fois-ci, il comprend que ce n'est pas avec les canons ou les chars de combat qu'on résoudra cette crise qui est en train de tourner à la tragédie. Et les enfants qui tombent dans cette... Les enfants qui tombent, ça fait mal. Je sais que le sort des Camerounais indiffère profondément Biya et ses complices. Mais je ne pensais pas qu'ils étaient si cyniques, qu'ils étaient si froids au point où... Souvent, je me demande si Biya et ses compagnons-là, lorsqu'ils se couchent dans leur lit, s'ils ont un geste de conscience qui leur permet de se demander l'héritage qu'ils vont laisser à ce pays. Ils ont trouvé un pays qui était en paix. Ils se plaisent à dire qu'ils aiment la paix, qu'ils aiment la paix, qu'ils aiment la paix. Tous ont ce mot paix. Et pourtant, c'est sous leur très long règne qu'on se retrouve en guerre. Dans les régions du nord, à l'est, dans le Nozo. Dans le Nozo, c'est d'autant plus regrettable qu'avant que cette crise n'éclate, moi je suis avocat, avant que cette crise n'éclate, ce
ce problème avait été porté devant des juridictions, notamment la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qu'on ne peut pas taxer d'être impérialiste parce que c'est une juridiction africaine. De 2002 à 2009, les juges africains se sont penchés sur le dossier et ont émis un certain nombre de recommandations en 2009. Ils ont averti le Cameroun. Ils lui ont dit, libre à vous d'accepter ou non ces recommandations, mais si vous ne le faites pas, la situation va dégénérer. En 2009. En 2017, des revendications communautaires éclatent. Contrairement à ce que le régime veut faire croire aux gens, on n'avait pas affaire à des revendications corporatistes. C'était des revendications communautaires. Des revendications qui ont été réprimées dans le sang avec une brutalité inouïe. 2016. Des revendications qui ont été réprimées dans le sang. Des étudiants ont été violés. Ça a poussé la population, une partie de la population, à se radicaliser. Et au sein du gouvernement, les faucons ne font que pousser à l'option. Les étudiants ont été violés? Oui, monsieur. On a eu tous les mêmes rapports, les mêmes témoignages. Les étudiants de Buea ont été violés? Ils ont été violés? Oui, des étudiants se sont plaints d'avoir été violés. Le député Wirba, sur la tribune du Parlement camerounais, oui, a dénoncé cet état de choses. Il a dit que des étudiants de l'université de Buea ont été violés. Au sein du gouvernement, les faucons ont poussé à l'option militaire à outrance. Par la suite, nous avons toujours suggéré au gouvernement d'aller à la table de négociation. Nous avons toujours dit que dialoguer n'était pas un signe de faiblesse. Voilà, on reste sur la sortie du ministre Fula Tangandji. Deuxième descente au niveau de Kumba. Pour vous, quelle est la symbolique, Honoré César Boubou? Il était là-bas lundi dernier, il revient ce jour. Et c'est là la symbolique a tout son sens. En tant que ministre de l'Intérieur, je pense qu'il est dans son rôle. Mais contrairement aux affabulations que vient de déverser sur ce plateau, M. Tchèque, grand juriste de votre État. Non, simple avocat, pas grand. La malchance que le Cameroun a, c'est d'avoir formé des gens comme vous. De vous avoir donné cette connaissance. Au lieu de le construire, de le pétrir, de le chérir, vous mettez cette intelligence pour le détruire, pour le diffamer. C'est regrettable. Et nous sommes de la même génération. Qu'on aime un ministre, qu'on ne l'aime pas, qu'on aime un gouvernement, qu'on ne l'aime pas, il y a du sang qui a coulé à Kumba. 7 avenirs ont disparu. Les familles sont en pleurs. J'ai des enfants qui ont le même âge que ces enfants qu'on a assassinés. Ça aurait pu être les miens. Et vous vous permettez sur un plateau comme celui-ci, assez sérieux, de dire ce que vous venez de dire là. Vous ne voulez pas dire que ce sont vos camarades, avec vos avidés, dont on a vu collecter de l'argent. Et dire à mon vision que vous faites. J'ai remarqué cette tendance dans vision depuis une semaine. Non, non, que cette collecte c'était pour acheter des armes. Écoutez. Ces armes que vous avez une semaine que le RDPC. Vous permettez que je finisse mon propos. Je ne vais pas vous laisser dire. Vous avez collecté. J'ai dit, je ne vais pas vous laisser dire. C'était pour donner ces armes à notre armée camerounaise pour défendre nos frontières et protéger les citoyens. J'espère que vous pourrez l'assumer. J'espère que vous pourrez l'assumer. Je l'assume entièrement. Non. Laissez-moi vous dire que vous n'allez pas. Je sais que ça fait mal. Incuries. Je sais que ça fait mal. Laissez-moi d'abord. Vous n'allez pas masquer vos extravagances. Vous n'allez pas masquer vos échecs. Non. Vous n'allez pas masquer vos échecs retentissants. Vous n'allez pas vous dédouaner. Vous n'allez pas faire oublier les milliers de morts dans le Nozo en envoyant la balle dans le camp du MRC. Ok, merci, on vous a compris. César, vous pouvez terminer. Oui. Je voulais terminer en disant qu'à mon Dieu Vision, nous avons vu ce parti à une collecte de fonds. MSC bas, c'est tout ce qu'on connaît tout autour. Dire à mon Dieu Vision, c'était pour acheter des armes, pour chasser Biya au pouvoir.
Effectivement, vous avez commencé à chasser à Kumba et nous connaissons la suite. Vous allez continuer à chasser dans les marchés, dans les églises. Mais nous tenons à vous dire que le peuple camerounais est assez intelligent. Vous avez ramassé le caillou, l'oiseau a vu. On ne vous laissera plus faire. C'est le moment où plus que jamais que la population comprenne que vous leur avez vendu du leurre. Il est important aujourd'hui que la population collabore avec les forces, les unités de renseignement, l'administration qui est là pour nous. Vous avez dit sur les plateaux que l'armée avait tiré sur les populations, avait assassiné les populations. Oui, mais ce que vous ne le dites pas, c'est qu'on a vu des ambazoniers assassiner nos forces de maintien de l'ordre, recueillir leurs crédits, leurs unités, la population n'ayant pas la justesse nécessaire pour identifier que voilà le vrai soldat, ou voilà. Et on a vu dans ces ambaboys aller assassiner la population tout simplement parce qu'elles étaient soupçonnées de pouvoir les dénoncer, ou alors de ne pas pouvoir respecter un certain nombre de rançons dont ils avaient demandé par le passé. Et on s'est retrouvé dans une confusion. Vous avez sous-traité ces actes-là pour pouvoir montrer à Mondial Vision. Quand on a la prise de parole dans une soirée assez sérieuse comme celle-ci, nous sommes encore dans le gramme, nous sommes dans les mois de ce qui s'est passé à Kumba. Monsieur Tchèque, je voudrais que vous condamniez ces ambazoniers qui ont posé ces actes parce que vous les connaissez, parce que vous les financiez. Que vous condamniez à Mondial Vision et que vous promettiez de collaborer désormais avec l'État, les institutions, et que désormais, si quelqu'un arrive à pouvoir atteindre une seule vie d'un citoyen camerounais, que vous le verrez comme un seul homme, comme le peuple camerounais s'est levé. Vous avez vu ce que les artistes ont fait hier? Vous avez vu ce que les autres corporations ont fait hier? Ce n'est pas... Ils n'ont pas attendu la marche du 22 septembre, mais bien avant. Ils se sont sentis intéressés parce que vous voulez sous-traiter cette souffrance pour pouvoir agiter des esprits, des tensions. Kumba est en pleurs, le Cameroun est en pleurs. Ces enfants qui ne demandaient que de la connaissance, apprendre et préparer leur avenir, n'y sont plus. Lorsque nous avons la chance et la lourde responsabilité de pouvoir prendre la parole à une heure assez écoutée comme celle-ci, je suis un élu. Je ne peux pas me départir sur ce plateau après vous avoir laissé dire ce que vous avez dit. Okay. Il faut pouvoir compatir, même si couler même les larmes de crocodile, monsieur Tchèque, ça aiderait au moins ces populations-là et non faire ce que vous venez faire tout à l'heure. Didier, vous permettez, mais non, permettez. Didier, quoi, cette haute descente du ministre Paula Tangandji au niveau sur le théâtre à Kumba, quelle signification? Oui, il y a quelque chose qui aurait dû être fait, qui n'a pas été fait. Oui. Comment vous comprenez ça? Avant de répondre à votre question, j'en ai autour. Pour ceux qui ont la chance de savoir comment fonctionne, comment les ministres, les membres du gouvernement se déplacent, un membre du gouvernement, pour se déplacer hors de Yaoundé, il doit avoir une autorisation. Oui, si ce n'est pas celle du Premier ministre, celle du président de la République. Pour dire qu'il y va, évidemment, parce que le gouvernement a souhaité qu'il soit là. Serge, lorsqu'on a une once d'humanité, on souscrit à un rituel traditionnel. C'est s'incliner devant la mémoire de tous ces morts-là. Ensuite, on dénonce les tueurs. Parce qu'on ne peut pas être fédéraliste ou communautariste et trouver des justifications pour les tueurs. Il y a un discours qui se structure aujourd'hui qui permet à certains nécropoliticiens de trouver très tôt, très vite, un bouc émissaire, le gouvernement. Non, nous, on ne mange pas de ce pain-là. Nous dénonçons. Au FSNC, nous évitons de mettre sur la même balance l'effort de sécurité, l'effort de défense de sécurité et les idées résidendistes. Nous, on évite ça. Nous, on ne trouve pas de justification. Mais on se pose des questions. On se dit, pourquoi tous ces morts? Pourquoi, comment sommes-nous arrivés là?
Ne pouvions-nous pas éviter cette escalade? Voilà autant de questions. Quand je vois ces enfants qui tirent sur les autres, ils ne maîtrisent pas l'enjeu de ce conflit. Oui, c'est des fous. Ils sont ivres de drogue. Mais il y a derrière, vous savez, dans l'ingénierie du crime, il y a des exécuteurs, il y a des exécutants, il y a des donneurs d'ordre. Ceux qui, sur vos plateaux, essaient de justifier par des... je ne sais pas si je peux dire des contusions, je ne sais pas, ou bien des circonvolutions lexicales, ne sont-ils pas des commanditaires indirects? Parce que ce discours matiné de roubladise complexifie même le mécanisme de la résolution de ce conflit armé. Sale guerre, comme dit Achille Mbembe. Il faut sortir de la structuration de ce type de communication qui légitime les tueurs. Il faut sortir de là. Nous sommes tous des Camerounais. Cette histoire, personne n'échappera à cette crise-là. Parce que ces enfants qui ne vont pas à l'école aujourd'hui, ils seront des tueurs de demain. Ils seront des assassins de demain. Je vais vous dire quelque chose. Nous sommes en train de préparer une conférence sur l'impact du Covid sur l'environnement. Et aussi, on va faire une déclinaison sur l'impact de cette guerre sur notre vivre ensemble. C'est j'allais autour. Aujourd'hui, nous avons à peu près 1 200 000 de benskins, de motos-taxis à Douala. Si vous allez remarquer, vous allez voir qu'il y a à 17h, 7h, 6h, c'est des pics d'embouteillage. Ces motos-là ne viennent pas de l'extérieur de l'Asie. C'est des gens, c'est nos compatriotes de l'autre côté du Mungo, fuyant cette sale guerre, sont retrouvés chez nous. Vous avez cette crise en train de créer une autre crise, la crise humanitaire, la prostitution. Aujourd'hui, vous avez des filles de 13 ans, 15 ans dans les bars qui se prostituent parce qu'elles n'ont plus rien à faire. L'autre jour, j'étais à Bafan, parce que chaque fois quand j'arrive dans une ville, dans la nuit, j'emprunte une moto pour voir un peu la dynamique nocturne de la ville. Mais j'ai constaté que ces filles anglophones étaient partout dans le Hong Kong. Elles faisaient quoi? Un seul commerce, le sexe. Je ne sais pas, chef, vous êtes au courant de tout ça? Est-ce que vous êtes au courant de tout ça? Quand vous êtes au courant de tout ce phénomène, de toute cette crise humanitaire, des enfants qui vendent de la nourriture dans les brouettes, sans tenir compte de l'hygiène, qui se battent pour suivre. Je sais qu'il y a des relais soit dans les médias, soit dans les partis politiques, il y a des relais. Parce qu'il y a des gens qui veulent suivre politiquement grâce ou à cause de cette guerre. Il faut faire attention. On ne peut pas construire un pays sur les cimetières. On ne peut pas bâtir ou bien construire des routes avec les ossements ou bien les cadavres de ses compatriotes. Il faut sortir de ça. Aujourd'hui, la question, comment faire pour sortir de ce conflit? C'est ce que nous attendons aussi de vous. Le président a bien la main tendue. Votre président, l'excellent Kamto, le brillantissime, comme j'aime entendre. Oui, bien sûr. Mais parce qu'il est brillant. Mes frères, là-bas, ne peut-il pas aussi saisir cette main tendue et sortir de cette histoire de président élu? Parce que c'est le Cameroun qui est malade. Ok. Sortons de tout ce désordre-là. Pour chercher... Il y a eu le grand débat national. Le grand dialogue national. Monologue, vous aussi. Prenez quand vous voulez. C'était une amorce du dialogue. Mais merci. Vous avez refusé. Pourquoi tout ça? Aujourd'hui, nous sommes où ça? On parle de 3 000 morts, 1 million de déplacés. Pourquoi qu'on est content de vivre dans un pays malade comme celui-ci? Merci Didier. On accueille Sylvestre Hippolyte Zangao. Bonsoir Sylvestre, au menu de 100% foot tout à l'heure. Bonsoir Serge Alain, au menu de 100% foot, le Cameroun est malade. Cite votre invité en plateau, nous en football, c'est peut-être l'illustration, le pourrissement du football camerounais. Hier dimanche, il était donné au stade Omissoura Amadou de Yaoundé le coup d'envoi de la saison sportive du championnat professionnel avec des arbitres venus de la Guinée équatoriale. Pourtant, le Cameroun dénombre d'un grand contingent d'arbitres internationaux FIFA et CAF, mais c'est
Ces arbitres qui sont sous la responsabilité de la Fédération camerounaise de football n'ont pas été autorisés par leur tutelle à se mettre au service de la Ligue professionnelle du Cameroun. Conséquence donc des batailles que se livrent depuis plusieurs mois maintenant la FECAFOOT et la LFPC, bloquant le début du championnat et hypothéquant les chances des Lions à prime pour le CHAN qui va se disputer dès le 16 janvier prochain. Ce sera le menu principal de cette édition de 100% foot, Serge Alain, sur le plateau entre Pro LFPC et Pro Fédération camerounaise de football. Le débat sera ouvert dans quelques instants. Voilà, justement, ce sera après Equinox Noir. Sylvestre Hippolyte-Zanga, vous retrouvez Sylvestre et toute l'équipe technique pour vous donner le meilleur du football camerounais ce soir. Bon, on va terminer avec vous, hein, docteur et toi. Vous répondez, les Camerounais nous regardent ce soir. Est-ce qu'il y a lieu véritablement de s'inquiéter face à cette deuxième vague? Je pense qu'il y a lieu de rester vigilant. Ouais. Nous avons déjà, au cours de la première vague, montré une certaine résilience épidémiologique avec un certain nombre de facteurs que nous sommes toujours en train d'étudier, que les autres nous envient. Mais le virus reste un mystère et personne ne sait comment il va se comporter dans l'avenir. Docteur, on veut comprendre. Hein? Au Cameroun, on a dit on fermait les débits de boissons et tout ça à 18h. On voit en Europe, on dit on ferme à 22h. Comment vous expliquez à ceux-là qui nous regardent en ce moment-ci? C'est-à-dire que c'est à 22h que pendant la journée, il se repose. À 22h, il devient plus actif. À 18h, il devient plus... Non, dites au Camerounais, on veut comprendre. Disons que la décision... C'est à une certaine heure qu'on ferme. La décision de réduire la circulation des personnes dans la nuit en contexte de pandémie tient du fait qu'on veut réduire les interactions qui sont souvent susceptibles de transmettre le virus. Donc dans la nuit... Qu'est-ce qu'on a fait des marchés au Cameroun? Les marchés... Je vais finir. Oui. C'est pas la circulation des personnes qui accélère la contamination. Ce sont les interactions humaines qui accélèrent la contamination. Et en soirée, il y a de nombreuses interactions, généralement dans les fêtes, les débits de boissons, les rencontres familiales, ainsi de suite. C'est justement pour casser dans cette chaîne d'interaction qu'on limite dans les déplacements la nuit. C'est pas parce que le virus se réveille la nuit. Non. Pourquoi on n'a pas fermé les marchés, docteur? On peut, c'est une option. Mais on n'a pas. Je voudrais également dire que la gestion d'une crise de Covid, telle que le Covid-19, a à peu près des points communs à tous les pays, mais également des spécificités dans chaque pays. On a compris en Afrique, vous savez que avec la gestion du Covid, il faut jouer sur les deux pédales. La pédale sanitaire et la pédale économique. Donc il faut essayer de trouver un équilibre entre les deux. Donc si vous avez un risque, parce qu'on gradue les risques. On gradue le risque faible à un risque très élevé. Donc chaque fois, si vous évaluez les risques sanitaires et les risques économiques, il faut donc toujours essayer de peser le pour et le contre. Parce que si vous fermez complètement, si la maman qui vend ses beignets ou ses légumes ou son bâton de manioc n'arrive plus à vendre, il y a de la pauvreté et il y a de la famine. La pauvreté est un déterminant de la santé. Si les gens ont faim, ils vont tomber malades. Donc on essaie de trouver un équilibre. Ce qu'il faut faire, c'est plutôt assurer la sécurité sanitaire des personnes qui se déplacent. Ça veut dire que dans les marchés, il faut installer des mesures d'hygiène, obliger la distanciation sociale, et voilà. Voilà. Donc, ok. Merci, docteur Etoile. Toujours accepté nos invitations. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci, Cheikh Ali. C'est toujours avec le même plaisir. Voilà. Merci Didier. Merci Serge. Nous avons écrit depuis 4 mois à Monsieur le ministre de la Santé. Nous lui avons proposé un protocole de gestion des déchets solides liés au Covid. Jusqu'à présent, nous attendons la réponse. Lorsqu'on dit gestion des déchets, il y a les flacons du gel
alcooliques, il y a des draps qu'on utilise, dans la literie qu'on utilise dans les hôpitaux, il y a les masques qu'on trouve un peu partout. Et puis aussi le fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle environnement, on parle santé. Il a été démontré que même sur les surfaces, merci Didier, le virus peut faire 4 heures de temps. Voilà. Donc, ce ministre qui tue beaucoup, nous attendons la réponse. Voilà, vous savez, au Cameroun, on attend toujours beaucoup. Hein. Oui, on attend pendant longtemps. Hein. Nous attendons, nous avons écrit. Voilà, donc faut pas être pressé, Didier. Faut attendre. Les indomptables, Roger Mila, ils sont là, ils peuvent vous dire quelque chose. Nous sommes résilients. Voilà, merci Honoré César. Comment merci Serge Alain, c'est un plaisir renouvelé chaque fois que je suis programmé par la direction de communicants du comité central qui nous mandate dans vos différents médias. C'est un plaisir de venir passer le message de notre parti et solidairement, nous ne pouvons pas être en marge de la société. Il est important que dans une émission comme celle-ci, qu'on puisse aller avec un cœur assez compatissant parce que la douleur est encore profonde. C'est la première fois que notre pays a subi un tel crime. Et c'est avec un cœur maigri que je voudrais souhaiter une très bonne soirée aux différentes familles et prouver également toutes ces familles leur souhaiter beaucoup de courage. Voilà. Merci madame, monsieur. Nous sommes donc arrivés au terme de cette édition. La toute première de la semaine. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h pour un autre numéro Equinox Soir. Bonsoir et Mambo.